Alors Hugo, beaucoup de personnes te connaissent, mais je vais refaire une toute petite présentation. Tu es entrepreneur, tu es notamment à l'origine d'un média qui s'appelle Vaquita. Qui suit Vaquita? Ok, d'accord, donc pas besoin de faire la promo de Vaquita. Pour celles et ceux qui ne suivent pas, c'est un média engagé sur les notions d'écologie et d'urgence climatique, donc c'est excellent. D'ailleurs, bonjour à toutes celles et ceux qui sont connectés aussi dans la salle. Voilà, on pense à vous. Il y a une salle de plusieurs personnes aussi en parallèle. Tu es aussi journaliste et chroniqueur. Tu es connu pour l'émission Sur le front, où tu vas au cœur des problématiques environnementales, mais pas que. Il y a une émission d'ailleurs lundi prochain à 21h sur où est-ce que vous mettez votre argent dans votre livret A et dans votre PEL, c'est ça? Ouais, livret A, livret développement durable et assurance vie. Et ça va être bien, ça, faut regarder. Ok, très bien. C'est sur France 5, 21h? Ouais. Ok, parfait. Mais on en parlera, c'est intéressant. Très bien. Et tu lances plein d'initiatives. Donc tu es écrivain, tu as écrit un livre, Les lapins ne mangent pas de carottes. On ne va pas rentrer dans le détail. Une BD. Tu as lancé récemment un podcast parce que tu es aussi un grand sportif, fan de swim and run, Safe Pace. Donc vous pouvez vous abonner. C'est comment, quel est le rapport au sport et à l'addiction sportive. Et puis, dernier projet un peu fou, c'est 50 degrees. Tu peux nous en dire, ou 50 degrés. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Ouais, 50 degrés. En fait, on a fabriqué sur nos studios de tournage à Paris, on a fabriqué une pièce qu'on chauffe à 50 degrés avec une chaudière électrique. J'anticipe. Et on invite des personnalités dedans en fait pour simuler le climat de 2050, puisque les prévisions dans le scénario actuel, enfin la courbe qu'on suit actuellement, ça sera d'avoir des pointes certains étés à certains endroits en France à 50 degrés. C'est des températures qu'on expérimente déjà aujourd'hui sur Terre. Il y a eu récemment plusieurs jours d'affilée au Pakistan, en Inde, où ces températures ont été franchies. Et donc l'idée, c'est d'inviter des personnalités qui ne sont pas liées à l'environnement. C'est vraiment un format qui est destiné à toucher le grand public et de leur faire vivre cette expérience et de parler d'environnement dans ce contexte avec ce format très fort qui permet évidemment de mettre de l'enjeu. Donc on a fait la première avec les youtubeurs McFly et Carlito qui est sorti, et puis on va en tourner d'autres là en juin. Ça fait beaucoup de choses. Et on leur fait faire voilà. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire faire du sport quand il fait 50 degrés. Donc on les fait courir sur un tapis, on leur fait faire du vélo. Qu'est-ce que ça veut dire manger votre plat préféré, si c'est une raclette par exemple, quand il fait 50 degrés, ou essayer de se concentrer quand il fait 50 degrés. On fait des jeux de concentration et en fait, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose qui va impacter tous les pans de notre quotidien et que c'est du concret, quoi. C'est pas simplement des chiffres dans un rapport du GIEC. Eh ben, on va directement sauter à la partie 2, comment communiquer, et puis on reviendra sur la partie 1 avant, parce que je trouve ça intéressant, dans une prestation que tu faisais avec Swan, tu parlais de prendre la parole sur l'ensemble des médias. Et donc, quelle est ta stratégie aujourd'hui de communication pour sensibiliser un maximum de personnes, et pas uniquement les convaincus, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est toutes et tous convaincus de l'urgence climatique, mais comment tu arrives à adresser ce message à la plus large communauté? Pour toucher tout le monde, il faut être sur différentes plateformes, différents canaux, puisque l'émission de télé que je fais sur France 5, ça va toucher un grand public, mais qui est d'une moyenne d'âge plutôt élevée, enfin au-delà de 50 ans. C'est la télé d'aujourd'hui. La télé est regardée en moyenne par des gens qui ont plus de 50 ans. Un JT de 20 heures, c'est entre 55 et 60 ans de moyenne d'âge. Mais ça fait beaucoup de monde puisque la France est un pays avec une moyenne d'âge élevée. Donc la télé reste un média très puissant. Après, il y a la radio qui touche globalement des catégories un peu similaires. Et puis, pour aller chercher les plus jeunes, les plus actifs, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est principalement sur les réseaux sociaux. Qu'on arrive à les toucher massivement, et donc moi j'essaie d'être un peu présent sur tous les médias pour arriver à être diversifié dans la cible qu'on touche. Et surtout, le plus gros défi, c'est de sortir des bulles informationnelles, parce que notamment sur les réseaux sociaux, quand vous ouvrez Instagram, enfin moi quand j'ouvre Instagram, j'ai que des vidéos de petits chats trop mignons qu'on va sauver d'une bouche d'égout, de l'histoire de machin qui a sauvé sa forêt. J'ai que des contenus comme ça. Et donc, je pourrais être tenté de penser
que le monde entier est écolo, en fait. Qu'il n'y a que des gens qui adorent les animaux, que tout le monde a les mêmes centres de préoccupation que les miens. Sauf que ce n'est pas du tout le cas. C'est juste que l'algorithme m'alimente avec des contenus avec lesquels je vais être susceptible d'interagir. Et donc, petit à petit, plus ça va, plus j'interagis avec ces contenus-là, plus on va me proposer que ça. Bon, là, il se trouve que vu que j'ai fait un truc, que je fais de plus en plus de trucs sur le sport, j'ai soit des gens qui font des marathons, soit des petits chats. Voilà, c'est les deux types de contenus que j'ai sur mes réseaux sociaux. Et donc pour sortir de ça, parce que ça c'est vraiment délétère, ça pousse les gens à croire que tout le monde est d'accord avec eux. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de mal à se parler et à comprendre que en fait, on n'est pas tous d'accord sur tous les sujets, les gens ont différents points de vue et qu'il y a une forme d'affrontement assez brutal entre les différents camps idéologiques parce qu'on est persuadé qu'on est majoritaire en fait, que c'est nous qui avons raison parce que je vois que ça sur les réseaux sociaux. Donc il faut sortir de ça. Et ça, c'est très compliqué. D'arriver à sortir de ces bulles informationnelles et globalement c'est très compliqué de parler d'environnement à des gens que ça n'intéresse pas plus que ça parce qu'on va avoir du mal à les toucher avec les contenus et ça demande de sortir un peu de sa zone de confort, de prendre certains risques, d'aller parler à des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord, dans des événements où vous n'êtes pas forcément les bienvenus donc voilà, il faut sortir un peu de son confort parce que c'est faire là ce qu'on fait aujourd'hui, c'est facile. Venir faire une conférence pour parler d'environnement avec des gens dans cette salle qui sont très majoritairement, je pense, déjà sensibles à ces sujets, déjà informés, déjà conscients qu'il faut faire quelque chose, il y a peu de risques en fait. Aller, et ça m'a été reproché, hein, mais aller dans un événement organisé par Valeurs Actuelles pour débattre avec Jordan Bardella sur le bien-être animal et la biodiversité, je peux dire que l'ambiance était un peu moins sereine qu'actuellement, quoi. Voilà, surtout à la fin quand j'ai annoncé que du coup, la condition à ma venue, c'était de reverser 5 000 € à une association qui luttait contre la chasse à courre. Alors, il y a eu des huées, etc. Mais bon, non, mais en vrai, je plaisante, mais c'est super intéressant ce genre d'exercice parce que vous arrivez à parler à des gens qui ne vous écoutent pas si vous restez dans votre couloir. Et ça, c'est super important. Et là, on va toucher à quelque chose qui est, pour moi, le pire si on veut faire changer les choses. C'est la course à la pureté. Et ça, c'est très présent dans le milieu écolo, dans le milieu militant écolo. On a parfois l'impression que c'est un peu une secte où le moindre écart, où le moindre désaccord sur un sujet conduit à vous faire excommunier et où vous n'êtes, du coup, vous passez de ami à ennemi absolu. Et ça, c'est terrible. Parce que ça pousse les gens à ne pas oser prendre la parole sur ces sujets. Et moi, je le vois avec les personnalités que je peux fréquenter dans le milieu des médias ou des artistes, etc. Il y a beaucoup de gens qui me disent, quand je leur envoie, parce que moi, je fais chier tout le monde, hein, enfin, chier gentiment, je leur envoie le lien, hey, salut, tu pourrais partager cette pétition, machin. Bon, voilà, je suis le gentil relou, quoi. Mais, et souvent, on me répond, bah, franchement, j'adorerais, parce que je suis d'accord. Mais je sais que si je partage la pétition que tu me demandes de partager sur Paul Watson, sur les baleines ou sur telle forêt, bah on va me ressortir qu'il y a 2 ans, j'étais en vacances à Tahiti, et donc on va dire, ah oui, mais tu veux protéger les baleines, mais en même temps tu prends l'avion pour traverser la planète, donc t'es pas cohérent, donc c'est n'importe quoi, etc. Et du coup, les gens préfèrent ne rien faire plutôt que de prendre la parole sur des sujets. Et c'est terrible en fait, ça incite à l'immobilisme le plus total. Donc cette course à la pureté militante, pour moi, il faut vraiment la rejeter, en sortir le plus possible et arriver à discuter avec des gens avec qui on n'est pas d'accord sur tout simplement. Voilà. Et c'est pas grave en fait. C'est pas grave qu'on soit pas d'accord sur tout, c'est même plutôt rassurant. Et pour ça, il faut pas essayer d'identifier forcément chez l'autre le petit détail qui fonctionne pas. Il faut essayer de mettre en place une trajectoire où on encourage toutes les démarches qui vont dans le bon sens. Par exemple, sur la question de la viande ou du végétarisme ou du bien-être animal, question qui moi me touche particulièrement, ça n'a pas de sens d'aller reprocher à quelqu'un qui est végétarien de ne pas être végane. Ou ça n'a pas de sens d'aller reprocher à quelqu'un qui a diminué sa consommation de viande de pas être végétarien. C'est déjà bien en fait de faire quelque chose. C'est déjà bien d'entamer une démarche de réduction de son impact, parce que ça veut dire qu'on en a conscience, ça veut dire qu'on essaye d'aller vers le mieux, et ce qui compte c'est la trajectoire, c'est d'où on part, où on va, plus que la situation à un moment T. Et donc ça, c'est vrai pour tout. C'est vrai pour les acteurs économiques, c'est vrai pour les acteurs politiques, c'est vrai pour tout. Je prends l'exemple de la ministre actuelle, Agnès Pannier-Runacher, avec qui évidemment je ne suis pas d'accord sur tout, loin de là. Mais elle a
il y a certains sujets, notamment sur la défense de l'Office français de la biodiversité, les policiers de l'environnement, etc., où elle a pris des positions assez fortes contre d'autres responsables politiques. Et ben, je pense que ça, faut l'encourager, même si par ailleurs on n'est pas d'accord sur autre chose. Il faut essayer de sortir de cette tentation d'avoir les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Voilà, parce que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question sur comment essayer de communiquer. Tu as très bien répondu. Ça, c'est très important. Et puis il y a autre chose, c'est s'en tenir en tout cas moi en tant que journaliste, d'essayer de s'en tenir aux faits. De rester dans le cadre de l'enquête aussi journalistique. Dans nos émissions sur le front, on va montrer comment ça se passe, on va décrypter une industrie ou un système de fonctionnement de tel ou tel pan de l'industrie, et ensuite on va proposer et mettre en lumière aussi des solutions, des gens qui font autrement, qui ont trouvé des alternatives, et donc être dans à la fois l'enquête mais aussi la pédagogie, et pas simplement dire voilà c'est horrible, tout est horrible, et puis débrouillez-vous avec ça, quoi, parce que ça c'est compliqué. Et la remarque qui revient le plus, moi, sous mes posts ou sous les extraits des émissions, c'est ok, c'est horrible, mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Et en fait, il y a plein de solutions qui existent. Attends. Ouais. Oui, il faut m'arrêter un moment parce que je peux parler seul pendant une heure et demie. Hein, donc, faut mettre un buzzer. Ultra clair. Ça, on pourra en parler de ces petits gobelets aussi, si vous voulez. Ça va être sur le volet entreprise. Si je synthétise ce que tu viens de dire. Plein d'histoires passionnantes à vous raconter sur ces gobelets carton, plastique, absolument pas recyclables. Résiste. Je résiste. Je retiens 4 choses de ce que tu viens de dire. 1, le fait de... Je vais quand même boire dedans. D'être bien conscient des biais algorithmiques, c'est-à-dire qu'on appartient à des communautés, en permanence on voit les messages qui nous correspondent, et on a tendance à oublier qu'il y a d'autres personnes qui ne postent pas forcément comme nous. Donc d'où l'importance aussi de sortir un peu de son réseau et de sa zone de confort sur toutes les informations qu'on va avoir. La deuxième chose, c'est le fait d'aller parler au plus grand nombre. Si on se convainc entre convaincus, on ne va pas beaucoup avancer. Ça t'a été reproché lors de ton intervention avec Jordan Bardella. Nous, on a la même chose chez Circulaire. On travaille avec les entreprises du CAC 40, les pires, même Total. Et souvent, on nous dit mais pourquoi vous travaillez avec eux ? Et on est convaincu qu'au sein d'une grande entreprise, il y a quand même des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont envie de transformer de l'intérieur leur structure. C'est pas toujours évident. La troisième chose que tu disais, c'est utiliser l'ensemble des canaux pour pouvoir toucher l'ensemble des personnes. Chaque personne n'utilise pas forcément les mêmes canaux de communication. Et quatrième chose, surtout, ne pas se faire la guerre entre nous. Et ça me fait penser à un article du Monde économique, du Monde diplomatique, il y a 2 ans, qui disait mais pourquoi la gauche perd ? Parce que la gauche, c'est le seul parti qui va s'autocritiquer en permanence versus d'autres partis politiques qui ont cette capacité de fédérer. Et donc ce que je comprends dans ton message, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais c'est qu'on est tous à un moment de transition différent, on a tous une trajectoire différente, on a tous une place sur la ligne, mais plutôt que se critiquer, avançons ensemble sur le sujet. Ça veut pas dire qu'on peut pas se critiquer, c'est pas ce que je dis. Hein. Je dis qu'on peut être en désaccord sur des choses, on peut débattre sur des choses, mais ça doit pas nous empêcher de nous parler. C'est ça la différence. Et de considérer que seuls les gens parfaits à tout point de vue, qui d'ailleurs n'existent pas vraiment, hein, parce qu'à moins de vivre en ermite dans une grotte, il y a quand même, c'est difficile d'avoir zéro impact. Considérer que seulement les gens parfaits peuvent prendre la parole ou agir, c'est accepter qu'on a déjà perdu le combat, quoi. Voilà. Et à l'inverse, pour celles et ceux qui veulent partager ce message, engager, tu disais faire de la pédagogie, c'est quoi les erreurs à ne pas commettre quand tu veux communiquer sur ces enjeux de dérèglement climatique et pousser à l'engagement sur ces thématiques, notamment les gens non convaincus ? Moi, je pense que c'est d'éviter les discours injonctifs. D'ailleurs, ça a été étudié. Hein, il y a ce qu'on appelle l'effet de réactance. Alors, l'effet de réactance, en gros, c'est quand vous dites à quelqu'un il faut que tu fasses ça. La personne va se sentir attaquée dans sa liberté, dans son libre arbitre, et le réflexe va plutôt être de dire non, je vais faire l'inverse, que d'écouter ce que vous avez à lui dire. Et c'est très vrai en France, on est beaucoup comme ça. Nous, quand on nous dit qu'il faut faire quelque chose, on dit non, je vais faire l'inverse, juste pour te faire chier. Et ça marche vraiment dans tous les discours militants. Quand vous êtes trop injonctif, je reprends l'exemple de la viande, quand vous dites aux gens oui, mais manger de la viande c'est comme un meurtre. En fait, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se fermer, ils vont dire oui, bon, ok, allez, merci, j'ai pas envie d'écouter tes sornettes, et rien ne va changer. Alors que si vous prenez plutôt le biais de l'information, moi je crois beaucoup à la force de l'information, quand vous savez comment ça se passe,
vous prenez les décisions en connaissance de cause. Et c'est ça la clé, c'est d'arriver à diffuser l'information suffisamment largement pour que le niveau de connaissance de la société sur les questions environnementales soit assez élevé pour pouvoir ensuite demander des comptes aux politiques, aux entreprises, etc. Et il y a quand même des choses qui bougent là-dessus. On le voit notamment sur l'alimentation, où ça commence quand même, le niveau de connaissance de la population sur son alimentation a plutôt tendance à augmenter, en tout cas en France, hein, c'est pas le cas partout, il ne faut pas faire de généralité, mais chez nous, il y a quand même une préoccupation de plus en plus importante des consommateurs, en tout cas de la couche, on va dire, sociale la plus élevée de la société, et donc qui a le plus fort levier en termes de pouvoir d'achat, sur ce qu'ils mangent. Il y a des exigences de plus en plus importantes. Donc, quand le niveau d'information augmente, les solutions sont plus faciles à aller chercher. Voilà. Mais les discours très injonctifs ne fonctionnent pas. Voilà. Et les trucs qui peuvent donner aussi des arguments aux autres, enfin, il y a un grand débat là-dessus. Hein. Est-ce que jeter de la soupe sur un tableau, ça permet de faire avancer la cause environnementale? Moi, je fais partie des gens qui pensent que non, que ça a plutôt tendance à donner des arguments aux personnes en face pour dire que c'est un peu des guignols. Mais bon, il y a des gens qui vont vous dire que ça fait partie des actions qui permettent de faire parler de ce sujet. Je ne partage pas cette analyse. Mais... Et tu parlais justement d'un autre, pas forcément biais, mais tu parlais pour convaincre la tranche haute de ceux qui ont un revenu décent. Il y a quand même pas mal de personnes qui ont potentiellement d'autres priorités que les priorités environnementales et écologiques. Comment tu vas convaincre aussi ce socle de personnes-là? Est-ce que c'est le même message que tu adresses? Est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas commettre? Je pense que les Gilets jaunes, en termes de communication et d'apport du message de transition écologique, ça a été une énorme erreur. Donc comment tu arrives aussi à convaincre, entraîner et fédérer à ce niveau-là? Tu ne peux pas imposer des décisions fortes à des gens qui ne comprennent pas l'intérêt des décisions. Ça ne fonctionne pas. Mais je pense que sur cette question des gilets jaunes, ça avait été effectivement fait n'importe comment. C'est-à-dire qu'on avait décidé de mettre en place une réglementation sans expliquer comment, sans expliquer ce qu'il y avait derrière. Après, il y a aussi un autre truc, c'est on ne peut pas chercher l'unanimité. Ça, c'est important aussi de le savoir. Il y a toujours des gens qui ne seront pas d'accord. L'unanimité, ça ne fonctionne pas. Toutes les décisions de société importantes qui ont marqué l'histoire de notre évolution sont des décisions qui n'ont pas été prises à l'unanimité. Mais à un moment donné, il y a eu une majorité qui s'est faite sur ces sujets à force de combat. C'est le cas pour l'IVG, c'est le cas pour la peine de mort, c'est le cas pour le droit de vote des femmes, c'est le cas pour l'abolition de l'esclavage. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ces grandes décisions, il y a toujours eu des gens qui étaient contre. Et qui se mobilisaient parfois les armes à la main contre ces décisions-là. Donc il ne faut pas chercher l'unanimité, il faut chercher la majorité, et certains ont même tendance à vous dire qu'on n'a pas besoin d'avoir 50% de la population mobilisée sur une cause pour que ça permette de faire avancer les choses. Je reviens juste sur un point qui est super important, c'est que le principal reproche qu'on va faire au discours sur l'environnement, ça va être, en gros, c'est un truc de riche. Oui, il faut manger bio, on est tous d'accord, mais ça coûte plus cher. Oui, on est tous d'accord, idéalement, il faudrait électrifier un certain nombre de... mais ça coûte plus cher. Oui, il faudrait acheter des vêtements fabriqués en France avec du lin français, mais ça coûte 100 balles de plus que la même veste qui vient du Vietnam. Bon. Mais il n'y a pas que des pauvres en France. C'est ça, moi, qui est super important. On est dans un pays riche où une part importante de la population gagne très correctement sa vie. Il y a 30-35% des gens en France qui sont aisés, qui ont des bons salaires, qui leur permettent de faire des choix de consommation différents de ceux qui sont faits aujourd'hui. Et déjà, si ces 30%, déjà si tous les cadres français consommaient différemment, mais ce serait un changement monumental. Si tous les cadres français choisissaient leur alimentation en fonction de l'agroécologie, du bio, ils ont les moyens de le faire. Hein, ils ne sont pas au SMIC, ils ont les moyens de le faire. Déjà, si cette couche de la société changeait, ça serait un changement majeur, parce que ce sont les gens les plus aisés qui consomment le plus, donc qui ont le plus d'impact sur l'environnement, sur la biodiversité, sur le climat. Et il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours qui dit que les fameux 10% des plus riches ont contribué à, je ne sais plus combien, je ne veux pas dire de bêtises, mais une part très importante du changement climatique. Sauf que les 10% des plus riches dans le monde, en France, ce n'est pas 10%, hein, c'est beaucoup plus que 10%. Donc voilà, déjà, si les gens qui ont les moyens changeaient, ça changerait beaucoup de choses. Et c'est ça que je réponds quand on me dit bah oui, mais vous pouvez pas demander aux gens qui sont au SMIC, qui arrivent à peine à s'acheter des pâtes à la fin du mois, d'aller acheter des trucs beaucoup plus chers et tout. Non, effectivement, on peut pas demander à ces gens-là d'avoir des choix de consommation qui impacteraient directement leur budget, parce que c'est vrai qu'à court terme,
acheter des produits de meilleure qualité, notamment au niveau alimentaire, ça veut dire aujourd'hui concrètement payer plus cher son alimentation. C'est vrai, il ne faut pas le nier. Mais ce n'est pas à eux, moi, que je m'adresse principalement. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas le levier pour changer à court terme leur consommation. Par contre, il y en a beaucoup qui peuvent le faire. Il y en a beaucoup qui gagnent très bien leur vie, qui peuvent se dire que peut-être qu'on n'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde 2 fois par an, peut-être qu'on n'est pas obligé d'acheter des produits industriels alors qu'on pourrait acheter du bio, etc. Donc voilà, il faut aussi prioriser et hiérarchiser les leviers d'action parce que tout le monde n'a pas la même responsabilité, quoi. On lance un nouveau programme, Opération Cadre Sup. Si vous êtes avec vrai. nous. Non mais attends, t'imagines si tous les cadres sup, je sais pas combien il y a de cadres sup en France, mais il y en a des millions. Donc si tous les cadres sup qui gagnent bien leur vie changeaient de mode de consommation, mais ça permettrait une transition hallucinante. Et ça me fait penser au point de bascule, à partir du moment où tu as un certain pourcentage de la population, un peu plus de 10%, qui adopte des comportements, avec en plus une puissance de feu économique derrière, ça entraîne un mouvement de fond. Et pour revenir sur ce que tu disais sur ne pas chercher à capter l'unanimité sur des sujets potentiellement polémiques. Tu as évoqué toutes les grandes décisions qui ont été prises il y a plusieurs dizaines d'années, voire centaines d'années, et qui ont été sujets de polémique. Il y a cette fameuse courbe de l'acceptation de Kubler-Ross, où au début, quand il y a un vrai changement, il y a de la résistance. Il y a de la résistance et on a du mal à faire accepter quelque chose. Et puis petit à petit, le niveau de résistance baisse. On a les early adopters, les premiers adopteurs, puis une massification de l'adoptement des comportements. Et puis après, ça devient tout simplement la norme. Rappelez-vous la cigarette. Enfin, moi, je me rappelle, quand j'étais gamin, t'allais dans un bar, tu avais l'impression d'entrer dans une espèce de sauna de fumée de cigarette, quoi. C'était irrespirable. Il y a encore quelques décennies, c'était même dans les avions où les gens clopaient dans les avions. Et quand l'État a décidé d'interdire ça, il y a une bonne partie de la population, notamment des fumeurs, qui ont râlé, qui ont protesté, etc. Aujourd'hui, ça paraîtrait impensable à n'importe qui d'entrer dans un bar et que tout le monde soit en train de fumer à l'intérieur. Bon, il y en a encore à certaines heures de la nuit où c'est le cas, mais globalement, c'est pas le cas. Et c'est pareil pour plein de trucs. On est capable de changer quand on arrive à défendre sur le fond des mesures d'intérêt public. Et sur l'environnement, enfin, je veux dire, prenons l'exemple de l'eau potable. Ça, c'est quand même hallucinant, quoi, l'eau potable. C'est le truc le plus important du monde, l'eau. On en boit tous les jours, tous, à tous les moments de la journée. C'est au centre de notre vie. On est incapable aujourd'hui en France d'interdire l'épandage de pesticides sur les zones de captage d'eau potable. Ça ne représente même pas 1% de la surface agricole. Il ne s'agit pas d'interdire les pesticides tout court, juste d'interdire l'épandage de pesticides sur les zones de captage, ou à proximité des zones de captage. Même ça, ça ne passe pas. Mais c'est quoi la conséquence ? C'est qu'on en retrouve dans la flotte. Évidemment, on en retrouve dans la flotte. L'exemple du chlorothalonil, je ne sais pas si vous avez suivi le chlorothalonil, qui est un fongicide qui aujourd'hui est interdit parce qu'il est toxique et dangereux, non seulement pour les écosystèmes, mais pour l'humain. Le chlorothalonil, les Suisses, à un moment, se sont rendus compte qu'il y en avait dans l'eau potable. Parce que quand vous mettez un produit chimique sur un champ, ça s'infiltre. Les sous-produits qu'on appelle les métabolites de pesticides finissent par migrer vers l'eau. L'eau, elle est pompée à un moment pour la potabilisation et on n'est pas capable aujourd'hui d'éliminer ces métabolites de l'eau. Donc on arrive à en filtrer une partie avec les charbons, etc., mais pas tout. Donc une fois que c'est là, c'est trop tard. Ça va se retrouver dans l'eau. Donc les Suisses se sont rendus compte à un moment donné qu'il y en avait dans à peu près tous les captages d'eau potable, enfin une partie importante. Donc ils ont fait quoi ? Ils ont fait des études, ils ont fixé un seuil à 0,1 microgrammes par litre de métabolites de chlorothalonil et ils ont fermé tous les points de captage qui dépassaient 0,1 microgrammes par litre en estimant que c'était une mise en danger de la population. Les Suisses ont appelé les Français en disant si nous on en a, il y a quand même des chances que vous en ayez, donc vérifiez. La France a très bien réagi, a repris le seuil de 0,1 microgramme par litre et a lancé une grande étude, une grande analyse de tous les captages d'eau potable pour savoir avoir l'état des lieux. Problème, quand les résultats tombent, on se rend compte qu'il y a un tiers des puits qui dépassent la limite. Un tiers des puits d'eau potable en France qui dépassent la limite. Qu'est-ce qu'a fait la France à votre avis ? Elle a lancé un grand plan pour réduire l'épandage de pesticides ? Non. Elle a lancé une grande recherche scientifique pour arriver à traiter ces métaux. Non, on a relevé les seuils. On les a fait passer de 0,1 microgramme par litre à 0,9 microgramme par litre, ce qui permettait de régler le problème, c'est-à-dire que les 30% de puits qui dépassaient la limite, du jour au lendemain, c'était la même eau avec le même chlorothalonil dedans, paf, ils sont redevenus potables.
La Fier des lois. Vous connaissez la Fier des lois, l'eau en bouteille est pas épargnée. C'est pour ça que les gens pourraient se dire ah bah il suffit de boire de l'eau en bouteille. Non, ça serait trop simple. La Fier des lois dépassait le 0,1 chlorothalonil. Donc du jour au lendemain, elle a disparu d'Intermarché, la Fier des lois. Il n'y avait plus de Fier des lois à Intermarché. Vous vouliez en acheter. Moi je sais parce que dans ma famille j'ai quelqu'un qui adore la Fier des lois. C'est comme les graines de moutarde à un moment. Il n'y avait plus de moutarde. Il n'y avait plus de Fier des lois. Logique, l'eau était plus vendable parce qu'elle dépassait la limite. Donc Fier des lois a stocké ses palettes dans des hangars, puis a attendu que la limite augmente. Puis ils ont remis les mêmes bouteilles qui sont exactement les mêmes avec la même eau. Qui sont redevenus vendables parce que le seuil a été augmenté. Bon, mais ça, c'est symptomatique de l'aveuglement qu'on a sur ces problématiques. Et là, je vous parle d'un produit, mais il y en a des dizaines, des centaines, des produits qui parfois sont interdits depuis longtemps, qu'on retrouve aujourd'hui dans nos eaux, qu'on ne sait pas traiter. Et les responsables des régies qui gèrent l'eau potable sont complètement démunis là-dessus. Donc ils en viennent à faire un truc de dingue. Pardon, je finis sur ce truc de l'eau potable, notamment à Nantes, où là c'est pour une question des nitrates. Donc il y a des puits de captage où il y a trop de nitrates. Donc ils ne peuvent pas la distribuer. Mais ils ne peuvent pas fermer le puits, sinon il n'y a plus d'eau potable. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pomper de l'eau plus loin, là où il y a moins de nitrates. Ils font des mélanges, ils font un cocktail pour diluer les nitrates et que le taux de nitrate descende. Donc ils mélangent 2 points de captage pour pouvoir diffuser l'eau potable. Donc, on en est rendu là quoi aujourd'hui. Et on parle d'un truc qui est juste vital quoi. Donc ça dit tout du manque de volonté politique qu'on a sur ces sujets. Et l'interdiction d'épandage de produits chimiques de synthèse à proximité des zones de captage d'eau potable, ça devrait être une évidence. Eh bien non, parce que le lobby de la FNSEA notamment s'y oppose, que du coup une grande partie des sénateurs s'y opposent, et qu'on est dans une situation où on est bloqué, et où les gens boivent de l'eau polluée par des produits chimiques, avec les conséquences qui ne sont pas encore très claires aujourd'hui sur la santé, et qu'on peut imaginer. Voilà. Vous avez bien retenu le nom, chlorothalonil. Chlorothalonil. Talonil. Est-ce que tu peux me l'épeler? Chlorothalonil. Bon, vous pourrez briller en soirée, n'hésitez pas à ressortir cette anecdote. Ça m'amène justement au... Merci beaucoup, Hugo. Puis, pardon, mais il y a aussi le truc des eaux Perrier. Ça, c'est extraordinaire. Alors ça, franchement, faites-le. Allez voir dans les supermarchés, c'est génial. On s'est fait un petit parier juste avant. Hein. Ouais, moi j'adore le Perrier. J'en bois plein, même si c'est plein de particules de caca. C'est le cas, hein. C'est chez Escherichia coli, c'est ça. Donc l'eau minérale naturelle, pour pouvoir appeler une eau minérale naturelle, comme cette bouteille d'Evian ou de Perrier, peu importe, il ne faut pas la traiter. C'est interdit, vous n'avez pas le droit de traiter une eau que vous vendez comme eau minérale naturelle ou comme eau de source. Sauf que Perrier, à un moment, c'est pas très loin d'ici, je crois, hein, ouais, c'est ça. Hein. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des Escherichia coli dans leur eau, c'est-à-dire des particules fécales. Nouveau mot. Des bactéries fécales, pardon. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont traité cette eau, on peut se dire, encore heureux, sauf qu'en théorie, ils n'auraient plus eu le droit de le vendre en tant qu'eau minérale naturelle. Ils auraient dû enlever cette appellation, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils se sont fait prendre la main dans le sac plusieurs années plus tard, donc c'est un gros scandale, vous pouvez aller regarder, il y a plein de papiers là-dessus, plein d'enquêtes qui ont été faites, avec la complicité de ministres qui ont fermé les yeux, etc. Et donc aujourd'hui, parce que bon, ils ne peuvent pas le refaire, mais il y a toujours ce problème de pollution, donc ils ont toujours la marque Perrier, eau minérale naturelle, et ils ont une autre marque qui s'appelle Maison Perrier, avec des trucs aromatisés, donc Maison Perrier pêche, Maison Perrier citron, etc. C'est le même packaging, c'est juste le Maison Perrier, et il n'y a plus marqué eau minérale naturelle dessus. C'est Maison Perrier, eau aromatisée, je ne sais pas quoi. Parce qu'ils la traitent. Voilà. Et donc, on se rend juste compte de la folie de notre système, quoi. C'est-à-dire qu'on en vient à pourrir l'eau qu'on boit. Voilà. Pourrir l'eau qu'on boit, ça me fait basculer sur le sujet des limites planétaires. On ne pourrit pas la planète, mais on pourrait presque dire que oui. Il fait chaud, non? Il fait chaud, ouais. Dérèglement climatique. On a eu un marathon. Qui a participé dans la salle au marathon des limites planétaires? Ok, top. Bah déjà, merci, bravo d'avoir participé. Là, on parle de climat. Vous le savez mieux que nous, du coup. On focus uniquement sur le climat. Enfin, pas uniquement sur le climat, mais les grandes entreprises focalisent principalement sur le carbone. On se dit, on veut être neutre en carbone, sachant qu'encore une fois, on ne peut pas parler de neutralité carbone à l'échelle d'une entreprise, et on oublie les 8 autres limites planétaires.
Et donc vous avez eu la version potentiellement un peu scientifique et puis les solutions techniques à apporter. Et là, j'aimerais avoir ton retour de reporter et les expériences terrain. Donc dans les limites planétaires, on retrouve la biodiversité, l'artificialisation des sols, évidemment le dérèglement climatique, le cycle de l'eau. Est-ce que toi, dans tes reportages sur le front ou d'autres à travers Vaquita, tu as réellement ressenti le dépassement de ces limites planétaires? Moi, je suis pas scientifique, donc moi, je n'ai pas la prétention de faire un état des lieux scientifique de ce qui se passe. Je lis leurs travaux, je suis ce qui se fait, et effectivement, quand vous allez sur le terrain, mais enfin, il n'y a même pas besoin d'être reporter en fait. J'allais répondre comme un journaliste, mais regardez le pare-brise de votre voiture. Moi, je me rappelle quand j'étais gosse, qu'on traversait la France, j'habitais à Strasbourg avec mes parents, qu'on traversait la France pour aller en vacances voir ma grand-mère à Perpignan. Régulièrement, quand on s'arrêtait sur l'heure d'autoroute, fallait nettoyer le pare-brise parce qu'il y avait plein d'insectes qui s'écrasaient sur le pare-brise. Vous pouvez faire la même expérience aujourd'hui. Il n'y a plus rien. Et ça, c'est en l'espace de ma vie. Donc, c'est très court à l'échelle de l'évolution. J'ai 35 ans. Donc, c'était hier. Quand on mettait le masque au bord de la Méditerranée avec mon père quand j'étais petit pour aller faire du snorkeling, machin, voir les poissons. Il y avait des poissons partout. Il y avait des posidonies en super bon état. C'est simple, il y a une crique où je vais tous les ans, tous les étés depuis que je suis enfant. Donc je vois son évolution de mes propres yeux. Les posidonies, il n'y en a quasiment plus. Les poissons, quand vous voyez un sard, une dorade. C'est quoi une posidonie? Posidonie, pardon, c'est des herbiers sous-marins qui sont vraiment la forêt méditerranéenne en fait sous-marine qui a une importance capitale non seulement en termes de captation de carbone, mais ça protège aussi contre l'érosion des côtes. Et puis ça sert de lieu de reproduction et de nourriture à quasiment toutes les espèces de poissons. Donc en gros, s'il n'y a plus de posidonie, il n'y a plus de vie sauvage en Méditerranée. Et ces posidonies, elles sont menacées par le changement climatique, par la pollution, mais surtout par les ancres des bateaux. Puisque quand les bateaux s'ancrent, que vous relevez l'ancre, en fait, vous arrachez les posidonies. Et pour pousser de 5 cm, ça a besoin de plusieurs années. Donc c'est des plantes qui sont très fragiles et qui mettent très longtemps à se remettre des dégâts. Donc il y a une catastrophe sur les posidonies aujourd'hui. Et dans la crique où je vais depuis que je suis gamin, l'évolution, vous la voyez de vos yeux. Vous voyez la vie disparaître sous vos yeux, quoi. Et c'est une échelle de temps qui est extrêmement courte. Les chiffres sur les insectes, c'est 80%, entre 75 et 80% d'insectes volants en moins en Europe en 30 ans. 80%. Les insectes volants, dont les pollinisateurs, dont on a besoin pour l'agriculture. Il n'y a pas d'agriculture sans pollinisateurs. En tout cas, une bonne partie des cultures dépendent des insectes pollinisateurs. Les vers de terre, l'effondrement de la biomasse des vers de terre, il y a des bouquins édifiants qui ont été faits à ce sujet. C'est une catastrophe aussi. Il y a un effondrement de cette biomasse dans les grandes cultures, notamment les grandes cultures de céréales. Alors que les vers de terre sont indispensables à l'aération du sol, au recyclage de la matière organique, à l'enrichissement des sols, enfin à tout. Donc il n'y a pas d'agriculture sans pollinisateurs, sans vers de terre. On est en train de les tuer. Paul Watson, il fait une métaphore que j'aime beaucoup. Il dit qu'on est la Terre, une sorte de grand vaisseau spatial. Et c'est le cas. Hein. On est suspendu dans cette immensité froide et galactique. Et on est sur ce vaisseau. Et ce vaisseau, il fonctionne grâce à des ingénieurs. Les ingénieurs, c'est les vers de terre, les insectes, etc. Les coraux, les arbres. Et puis, nous, on est des passagers. On profite de la croisière, on s'amuse, on passe du bon temps, et on tue les ingénieurs. Et ce qu'explique Paul Watson, mais aussi beaucoup d'autres biologistes, c'est que les ingénieurs, ils peuvent vivre sans nous. Les fourmis, on sait qu'elles nous survivront déjà, on le sait. La Tapinoma magnum, là, vous connaissez la Tapinoma magnum ou pas? Bon. Qui connaît la Tapinoma magnum, c'est une fourmi un peu envahissante qui est en train de causer des ravages vraiment catastrophiques en Corse notamment. En gros, elle bouffe tout, elle bouffe les autres fourmis et puis elle bouffe toutes les racines des plantes, ça tue un peu tout. Et la Tapinoma magnum, elle adore les sols pollués, la sécheresse, la chaleur. Et voilà, elle adore ça. Donc elle se développe super bien dans ces trucs-là. Quand vous mettez des produits pour la tuer, vous tuez les autres espèces de fourmis, mais pas elle. Donc c'est encore pire, vous pouvez même pas mettre d'insecticide. Elle nous survivra, c'est sûr, et certain. Donc c'est ça dont il faut qu'on prenne conscience, c'est que d'autres espèces vont nous survivre. Vous vous rappelez les dinosaures là, quand il y a eu
la météorite. Bon, je sais que c'est encore un peu discuté, mais ça commence quand même à faire un peu consensus, il me semble, cette question de la météorite. Les gens ont toujours l'impression qu'il y a la météorite qui s'est écrasée et puis paf, d'une minute à l'autre, tous les dinosaures étaient morts. Et c'est pas du tout ça qui s'est passé. Ça a mis entre 30 et 50 000 ans, a priori, la disparition des dinosaures, entre l'impact et la disparition totale des dinosaures. Donc ça s'est fait sur des milliers d'années. Nous, en l'espace de 10 000 ans, même beaucoup moins en fait, depuis surtout la révolution industrielle, on détruit les conditions d'habitabilité dont on a besoin sur cette planète. On a 300 000 ans, Homo sapiens, à peu près. Donc, à l'échelle de notre évolution, c'est extrêmement rapide ce qu'on est en train de faire. Si la Terre avait 24 heures, on arriverait juste avant minuit. 300 000 ans, les Homo sapiens. Donc, si vous ramenez à l'échelle industrielle les quelques centaines, milliers d'années derrière nous, enfin centaines d'années à l'échelle industrielle, c'est extrêmement court, c'est un battement de cils. Donc, on est en train de détruire les espèces dont on dépend pour vivre en un battement de cils aux yeux de l'évolution. Et ça nous dépasse de pouvoir... On n'arrive pas à concevoir que oui, on peut disparaître. Oui, on peut... c'est possible en fait, ça fait partie des options. On a l'impression qu'on est l'espèce la plus intelligente au sommet de la pyramide, qu'on trouvera toujours des solutions, qu'on arrivera toujours à s'en sortir. Mais c'est une illusion complète. Il y a d'autres espèces humaines qui nous ont précédés, hein. On l'a oublié ça. Mais il y a des espèces humaines qu'on a côtoyées, qui ne sont plus là aujourd'hui. Il y a des espèces, notamment Homo erectus, qui ont vécu bien plus longtemps que nous aujourd'hui, qui ont vécu 2 millions et demi d'années, et qui ne sont plus là. Est-ce qu'on tiendra aussi longtemps qu'Homo erectus ? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Donc il faut qu'on prenne conscience de notre fragilité, que l'intelligence extrêmement développée qu'on a la chance d'avoir, aujourd'hui on la met malheureusement au service de la destruction de nos propres conditions d'habitabilité. Et c'est Emmanuelle Puydebas, qui est une chercheuse, une éthologue au CNRS qui travaille sur les questions d'intelligence animale, qui explique que pour elle, l'intelligence, c'est la capacité d'une espèce ou d'un individu à s'adapter à des changements de situation pour survivre et se perpétuer le plus longtemps possible. Si on prend ce critère-là, on ne fait pas partie des plus intelligents aujourd'hui, loin de là, puisqu'on menace notre propre existence. Alors oui, on construit des fusées pour envoyer Katy Perry dans l'espace, ça c'est génial. C'est vrai que c'est époustouflant, technologiquement époustouflant. On arrive à construire des armes qui sont capables de raser des régions entières d'un seul coup, c'est bravo, c'est époustouflant technologiquement parlant. Mais au service de quoi on met cette technologie aujourd'hui ? La réalité, c'est qu'on la met au service, malheureusement, majoritairement, de la destruction de la vie et des ingénieurs qui nous permettent de passer du bon temps dans l'espace. Ça va, vous avez toujours le moral ? Ouais. On m'a dit il faut faire un truc feel good. C'est assez feel good, j'espère. Petite question dans la salle, qui a plus de 50 ans ? Alors c'est pas pour vous mettre en avant, mais c'est pour partager aussi... T'as des drôles de questions, toi, hein. Il y a un petit rapport qui a été partagé de la WWF il y a quelques années. Faut vous dire aussi que sur l'échelle de votre existence, il y a plus de 45% des vertébrés qui ont disparu de la surface de la planète. Donc ça, c'est juste pour rebondir sur aussi... des chiffres déprimants, on peut en enchaîner pendant 3 heures, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'était pour faire une transition sur... Est-ce que tu as vu aussi dans le cadre de tes reportages des choses positives ? Parce que là, on voit qu'on explose les limites planétaires, notamment celles sur la biodiversité. Est-ce que là aussi, dans des reportages sur le front, tu as pu voir des espaces protégés où des requins sont revenus, où des espèces marines ou pas forcément marines sont revenues, ont repeuplé, ont repris ouais. quoi. Bien sûr, il y a plein d'exemples qui montrent la résilience de la nature aussi. Et le fait que dès qu'on relâche un peu la pression anthropique, la biodiversité peut se reconstituer jusqu'à une certaine limite. L'exemple des morues de Terre-Neuve est un très bon exemple. Les morues, donc le cabillaud, les morues de Terre-Neuve au large du Canada, on les a pêchées, il y en avait toujours autant. Et quand les scientifiques disaient attention, on atteint des niveaux de prélèvement qui empêchent l'espèce de se renouveler, les pêcheurs répondaient non, il y en a toujours. Et puis du jour au lendemain, il n'y en avait plus du tout. L'espèce s'est effondrée et elle n'est jamais revenue. Et donc la pêcherie de morues à Terre-Neuve a disparu. Donc l'activité a disparu avec la ressource. Donc il y a quand même des limites à ne pas dépasser. Mais si cette limite n'est pas franchie, oui, la biodiversité peut revenir. On le voit avec les exemples des sanctuaires marins, où là, pour le coup, c'est flagrant. Quand vous avez une zone protégée à côté de la crique dont je vous parlais tout à l'heure de mon enfance, qui n'est pas protégée, il y a quelques centaines de mètres plus loin la réserve de Banyuls.
la réserve marine de Banyuls, qui est une réserve intégrale. Donc il y a une réserve normale et puis dedans il y a une réserve intégrale. Dans cette réserve intégrale, vous n'avez même pas le droit de passer en bateau. Vous n'avez pas le droit de jeter l'ancre, évidemment pas le droit de pêcher, etc. Mais la différence à 1 km entre la crique où je mets le masque et la réserve intégrale de Banyuls, c'est hallucinant. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être dans un aquarium d'un côté et dans un cimetière de l'autre. Donc la protection des écosystèmes, ça fonctionne. C'est le cas évidemment sur la terre aussi, sur les forêts, sur tous les écosystèmes sauvages. Donc il y a une résilience qui nous permet quand même de nous rattraper d'un certain nombre d'erreurs qu'on fait, jusqu'à un certain point. Et il y a plein d'exemples aussi. Par exemple, l'exemple des baleines. Quand la chasse baleinière était une pratique commerciale au niveau mondial, on est passé vraiment tout proche de l'extinction totale des baleines, où les populations étaient en plein effondrement. Il y a un moratoire qui a été mis en place dans les années 80, qui est respecté par tous les pays du monde, sauf le Japon, la Norvège et l'Islande, et qui a eu un effet phénoménal sur les populations de baleines, où on voit que les courbes, depuis le moratoire, elles réaugmentent. C'est toujours des espèces qui sont fragiles, qui pour certaines sont menacées, mais ça reste un exemple très concret de l'impact qu'on a en fait en changeant de législation. Donc oui, bien sûr, il y a de l'espoir. Oui, bien sûr, sur la biodiversité, on peut faire machine arrière et on peut réparer certaines erreurs. Il y en a qui seront longues à réparer, notamment la pollution des sols, la pollution des nappes phréatiques, parce que c'est des mécaniques qui se font sur des décennies, voire des siècles, mais c'est possible de faire différemment. Et surtout, moi je parle beaucoup de biodiversité, peut-être même plus que de climat, parce que c'est vrai que le climat, c'est une dynamique qui est mondiale. Oui, on a un impact, oui, il faut tout faire pour le réduire, mais effectivement, la France seule ne peut pas inverser le cours des choses au niveau mondial sur le changement climatique. C'est impossible de le nier. On peut participer, faire notre part, mais on ne peut pas être seul là-dessus. On dépend des décisions des Américains. En plus, ils ont un super président en ce moment, donc, qui adore la science et tout, donc c'est cool, c'est plutôt rassurant. Et des Chinois, des Indiens, etc. Sur la biodiversité, les choses sont beaucoup plus localisées. Alors évidemment, le changement climatique a un impact sur la biodiversité, ça va sans dire. Mais ce n'est pas le seul. Et pour l'instant, ce n'est pas le principal. Le principal impact sur la biodiversité aujourd'hui, c'est le changement d'affectation des sols, donc de transformer des sols naturels en sols agricoles intensifs, d'artificialiser en mettant des zones commerciales là où il y avait des friches, etc. Ça, on n'a pas besoin d'attendre de savoir ce que Donald Trump et Xi Jinping vont décider. Ça, on peut le faire à l'intérieur de nos frontières. Qu'est-ce qu'on met sur nos champs? Qu'est-ce qu'on met dans nos rivières? Qu'est-ce qu'on fait de nos forêts, de nos zones maritimes? La France, c'est le 2e espace maritime mondial. Donc on a un poids phénoménal sur ce qui se passe au niveau des océans. On n'est pas un petit pays sur la question des océans. Donc ce qu'on décide nous, ça a un impact majeur sur la biodiversité. Et donc ça, on n'a pas besoin d'attendre de savoir ce que vont faire les autres pour agir là-dessus. Et ça me fait penser à la thématique de notre conférence. Il y a quelque chose aussi, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, c'est quand tu parles du dérèglement climatique ou des émissions de CO2, c'est quelque chose, l'air de rien, qui est difficilement tangible. Quand on parle de biodiversité, on arrive à s'approprier le sujet. Est-ce que le fait justement de changer d'angle de discussion, de passer du dérèglement climatique au sujet de la biodiversité, à l'artificialisation des sols, ça permet de plus convaincre, plus entraîner les gens sur cette, ou pas forcément? Mais c'est surtout que c'est autant, voire plus important que le changement climatique. Enfin, l'effondrement de la biodiversité, c'est la première urgence aujourd'hui, de loin. Vraiment, c'est la plus grande menace. Il faut voir, c'est un biologiste qui m'expliquait ça un jour, et j'ai gardé cette image parce que je la trouve très parlante. Il faut voir la biodiversité comme une maison, comme un bâtiment. Par exemple, prenons cet amphi. Voilà, cet amphi, c'est la biodiversité. Bon, chaque brique de cet amphi, c'est une espèce. Si vous en enlevez quelques-unes, on se rend compte de rien, on continue, on le voit même pas. Si vous en enlevez quelques dizaines, il commence à y avoir des fissures, mais le bâtiment tient, et puis on se dit, bon, c'est juste une fissure. Vous en enlevez des centaines, là, il y a des lumières qui vont se décrocher, qui vont tomber sur le 4e rang. Là, on va commencer à paniquer, on va amener les blessés à l'hôpital, on va se dire, oh là là, il faut réparer. Puis le jour où vous enlevez des centaines de briques, tout le bâtiment s'effondre, des milliers de briques, tout le bâtiment s'effondre, et on meurt tous ensemble. Voilà. C'est évidemment simplifié comme image, mais ça permet de comprendre qu'on dépend des autres. On dépend des autres vivants pour vivre. Et on ne peut pas régner sur un cimetière. Voilà. Le changement climatique, évidemment, c'est un phénomène qui est
catastrophique. Évidemment qu'on va avoir du mal à s'adapter à un monde à plus 4 degrés, ça va être très compliqué. Il faut s'y préparer, il faut essayer de faire le plus qu'on peut pour adapter nos infrastructures, etc. Mais on va vite atteindre les limites de l'adaptation aussi. C'est ce qu'explique Jean-Marc Jancovici, et je le trouve assez clair là-dessus, sur les limites de l'adaptation. Mais l'effondrement de la biodiversité, c'est au moins aussi grave. Et on en parle pas du tout. Et alors, autant le climato-scepticisme, il existe, mais il est quand même contenu à une part assez faible de la population, en tout cas en France, autant le biodiversité-scepticisme, alors ça c'est partagé, mais sans aucun problème. Vous entendez des politiques raconter n'importe quoi. Quand vous entendez la ministre de l'Agriculture dire entre les loups et les éleveurs, j'ai choisi mon camp, vous dites mais où on est, quoi. Où on est, c'est la meuf, elle vit dans un jeu vidéo, quoi. C'est The Wolf. Enfin, elle a l'impression de jouer à Warcraft, quoi. C'est un truc de dingue. Non mais elle est ministre de l'Agriculture. C'est des inepties complètes. Quand vous voyez que des animaux comme le renard sont classés comme des nuisibles, alors que le renard ils étaient en Europe avant nous, donc on est quand même un peu gonflé, quoi. Ils vivaient là, on était encore en Afrique. Bref, ils étaient là avant nous. Ils sont indispensables au fonctionnement des écosystèmes. Les biologistes s'arrachent les cheveux depuis des décennies pour crier dans le désert en disant arrêtez de buter des renards, ça sert à rien. C'est un animal qui est vraiment qui régule les populations de rongeurs, qui régule les campagnols, qui font des dégâts sur les cultures, qui régule les. On a besoin des renards, même d'un point de vue purement cynique et utilitariste. Ben non, on continue à en flinguer 450 000 par an, juste parce que les renards vont bouffer les faisans et les perdrix d'élevage que les chasseurs lâchent dans la nature pour ensuite leur tirer dessus. Mais dans quel monde on est, quoi. C'est absurde. Même sur la maladie de Lyme, il y a un impact des renards. C'est-à-dire que plus il y a de renards, plus les rongeurs sont craintifs, etc., moins la diffusion de la maladie de Lyme via l'éthique est importante. Ça a été démontré par pas mal d'études. Donc on n'a aucun intérêt à tuer ces animaux et on continue à le faire. Donc le biodiversité-scepticisme, les gens qui vont vous expliquer que les corbeaux sont nuisibles, que les martres sont nuisibles. Ah bon, pourquoi ? C'est nuisible, d'accord. Bon, c'est communément répandu, quoi. Voilà. Donc ça, faut vraiment. C'est pour ça que moi je parle beaucoup de biodiversité, parce que c'est pour moi l'urgence numéro 1, quoi. À la salle, je voudrais avoir ton avis sur le triangle de l'inaction. On se dit souvent, c'est pas forcément ma faute, c'est la faute du politique. Et puis le politique va dire c'est la faute des entreprises. Et puis les entreprises vont dire c'est la faute des citoyens. Donc on est dans ce triangle-là et où finalement rien n'avance. Petite question dans la salle, qui fait partie d'une grande entreprise ou d'une entreprise PME, TPE ? Ok. Si jamais, ce que j'aimerais bien que tu partages, c'est si demain tu étais au sein de ces entreprises, comment tu ferais pour les convaincre d'agir sur ce sujet, sachant que généralement, il faut engager le COMEX. Si tu veux engager le COMEX, il faut parler rentabilité. Quel serait le message ? Voilà, il y a des personnes là dans les entreprises. Quel serait le message ? Tu m'en demandes beaucoup. Je ne vais pas expliquer aux entrepreneurs ce qu'ils devraient faire dans leurs entreprises. Je vais me prendre des tomates sinon. Non, mais évidemment, il y a pour moi, il y a deux catégories d'entreprises. Il y a les entreprises qui se lancent, qui sont un peu sur la crête de la survie en permanence et qui ont peu de capacité d'investissement. Ça, c'est une chose. Et c'est compliqué d'aller dire à ces gens il faut faire ci, il faut faire ça. Ouais, déjà, ils essaient de survivre. Bon, première chose. Deuxième catégorie, il y a les entreprises qui dégagent beaucoup de bénéfices et qui donc ont une grande capacité d'investissement. C'est le cas notamment d'ArcelorMittal, par exemple. Je prends cet exemple, vous allez comprendre pourquoi. ArcelorMittal qui a fait plus de 1,5 milliard de bénéfices l'année dernière, pas de chiffre d'affaires, de bénéfices, 1,5 milliard. Bon. On n'est pas sur la boulangerie du coin, sauf si les chouquettes sont très chères. Mais donc, les entreprises qui ont beaucoup de capacité d'investissement, elles ont une responsabilité, parce qu'elles peuvent se permettre, sans menacer la survie de l'entreprise, la viabilité de l'entreprise, d'investir pour décarboner une partie de leur activité, pour réduire leur impact sur la biodiversité. L'exemple d'ArcelorMittal, il est très parlant parce que pour produire de l'acier, il existe des alternatives aujourd'hui aux hauts fourneaux, en tout cas des alternatives complémentaires. On ne peut pas se passer complètement des hauts fourneaux, mais une bonne partie de l'acier qui est fabriqué par les hauts fourneaux peut être fabriqué avec des fours électriques qui recyclent de la ferraille. Ça marche très bien. Il y a des entreprises qui le font, y compris en France, notamment le groupe Ascoval à Dunkerque, qui fait ça, à Valenciennes, qui fait ça très bien. Ça fonctionne parfaitement. Ils font du bénéfice, ça marche, etc. Un four électrique qui recycle de la ferraille, c'est 10 fois moins de CO2 qu'un haut fourneau pour la même quantité d'acier.
10 fois moins. Parce que dans le haut fourneau, vous mettez du charbon sous forme de coque, du charbon, du minerai de fer, vous faites chauffer tout ça, ça dégage énormément de CO2. Juste pour vous donner un chiffre qui est quand même hallucinant, c'est les 2 sites d'ArcelorMittal, Dunkerque et Fos-sur-Mer. Juste ArcelorMittal, c'est 25% des émissions de CO2 de l'industrie française. 25%, les 2 sites. Donc si vous arrivez à décarboner ça, c'est un effet levier énorme. Pourquoi ArcelorMittal ne fait pas de four électrique ? Officiellement, ils disent ça coûte très cher, et c'est vrai que c'est très cher, il faut acheter, c'est des centaines de millions d'euros d'investissement, ça coûte très cher, et puis on est concurrencé par l'acier chinois, etc. Donc ça nous ferait perdre en compétitivité. Du coup, l'État a dit, ok, on comprend, on vous fait un chèque de 850 millions d'euros pour vous aider à financer cette transition. Bon, mais malgré ça, ils ne l'ont pas fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la place ? Ils ont ouvert des nouveaux hauts fourneaux en Inde, qui marchent au charbon, parce que ça leur permet de dégager encore plus de bénéfices. Alors oui, d'un point de vue purement commercial, ils ont raison de faire ça puisqu'ils vont gagner encore plus d'argent. Mais ils auraient pu faire un autre choix, réduire un tout petit peu leurs bénéfices en restant bénéficiaires et investir dans des fours électriques en Europe. Donc il y a une responsabilité des entreprises. Ils auraient pu le faire, ils ne le font pas. Mais il y a aussi une responsabilité du législateur. Parce que si ArcelorMittal fait ça, c'est aussi parce que l'acier chinois rentre sur notre marché européen, vient en concurrence avec l'acier européen, qui est évidemment beaucoup plus cher que l'acier chinois, et donc ça crée une forme de distorsion de concurrence qui pousse les acteurs européens à essayer d'aller toujours vers le plus de compétitivité pour rester en concurrence. On peut décider, et c'est d'ailleurs ce que fait Trump. Moi, j'aime bien dire depuis que Trump est élu que malgré lui, c'est le plus grand écologiste de la planète. Parce qu'il est en train de rebattre les cartes un peu le dogme du protectionnisme. Lui, il en a rien à foutre. Alors vraiment, rien à foutre. C'est-à-dire qu'il dit, ah bah oui, vos produits chinois, là, allez, 70% de taxes. Oui, mais vous ne pouvez pas faire ça. Si, voilà, je le fais. Temu et Shein, aux États-Unis, ça a baissé de 40% quand même depuis que Trump est élu. 40%, parce que les droits de douane ont été... voilà, donc... Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire du Trump, attention. Je dis juste que c'est possible de faire du protectionnisme, y compris dans un cadre capitaliste mondialisé, y compris dans une grande puissance comme les États-Unis, c'est possible. Pourquoi on continue à laisser rentrer sur notre marché européen des produits qui seraient illégaux en France, qu'on n'aurait pas le droit de fabriquer en France ? Pourquoi on continue à importer en France des produits agricoles qui sont aspergés de pesticides qu'on a interdits chez nous ? Pourquoi on continue à mettre en concurrence les industriels français du textile ou européens du textile avec les industriels asiatiques qui ne respectent ni les réglementations environnementales européennes, ni les réglementations sociales européennes ? En fait, c'est impossible d'aller vers le mieux si on continue à mettre en concurrence des gens qui ne respectent pas les mêmes règles. Donc moi, je pense que le législateur là-dessus, il a un rôle majeur, c'est de fermer le marché, ou en tout cas de pénaliser les produits qui ne respectent pas nos règles à nous. Et on a la puissance pour en Europe. Seul en France, on aurait du mal à le faire. Mais dans le cadre du marché européen, on est le premier marché consommateur du monde. Donc on a le pouvoir pour le faire et pour imposer ça aux autres. Et ça, il faut de la volonté politique. Il y aura des contreparties négatives, parce qu'il y aura des représailles sur nos vins, nos spiritueux, sur machin. Oui, mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Voilà. Trump, il sait ce qu'il veut. Il faudrait que nous aussi, on sache ce qu'on veut et qu'on n'hésite pas, à la fois pour une question environnementale évidente et pour une question sociale, à protéger notre marché intérieur. Donc tout le monde a un rôle à jouer, les entreprises qui peuvent se le permettre, les responsables politiques qui doivent avoir du courage politique d'aller affronter les blocs qui sont en face de nous, et les consommateurs évidemment qui ne peuvent pas non plus se dédouaner complètement, surtout les consommateurs qui ont un fort pouvoir d'achat, encore une fois. Quand vous gagnez correctement votre vie, vous avez le choix entre acheter des produits qui ont un impact catastrophique sur le climat et la biodiversité, et acheter des produits qui ont un impact moindre. Voilà, c'est possible. Ça coûte parfois plus cher et parfois même pas. Je prends l'exemple de cette veste. Je vais faire la pub pour une marque que j'aime bien. C'est une veste en lin français, cultivée en France, fabriquée en France, tissée en France, donc 100% made in France. Alors c'est une veste qui coûte, je l'ai achetée 150 €. Je vous dis tout, 150 ou 170 €. Alors oui, c'est cher, c'est sûr que c'est plus cher que sur Temu ou Shein. Mais vous allez acheter une veste, je dis n'importe quoi, d'une marque comme Hugo Boss, ou je sais pas, des marques un peu comme ça, là, un peu pas bas de gamme, pas non plus du Hermès, mais du milieu haut de gamme. Ça va être le même prix. Ça va être le même prix, ça va peut-être être 10 €, 20 € moins cher. Mais vous allez payer le même prix pour des trucs qui sont faits à l'autre bout du monde dans des conditions affreuses. Donc les gens qui ont les moyens, je parle de moi, je parle des autres gens qui ont les moyens, on peut faire ces choix-là, on peut se le permettre.
de payer 150 € une veste au lieu de la payer 120 ou 110. C'est possible. Et donc déjà, faisons-le, nous, voilà, qui pouvons nous le permettre. Faisons-le. Je reviens sur ce que tu t'as dit, et ce sera la dernière question avant de vous passer la parole. C'était La marque s'appelle Mi-Juin, si vous voulez. petit coup de pub. J'ai pas d'action dedans, ils me payent pas, j'ai payé ma veste. Mais non, mais en vrai, et on y est allé parce qu'on a filmé pour Sur le Front. On fait un Sur le Front sur les vêtements, et on a voulu montrer aussi tous les gens qui se battent pour recréer une filière industrielle en France, parce qu'on est le premier pays cultivateur de lin au monde. Sauf qu'on l'envoie en Chine aujourd'hui, notre lin, parce qu'on a très peu de tisseries de lin, très peu d'infrastructures industrielles. Donc il y a plein de gens qui se battent pour faire revenir des tisseries de lin et recréer tout un outil industriel en France. Encore faut-il que les consommateurs suivent et achètent les produits. Tout à fait, c'est le moment pub. Donc vous pouvez aussi aller regarder ce que fait l'entreprise 1083, qui utilise le lin français notamment pour faire ses jeans. Je reviens sur ce que tu disais sur la différence entre les entreprises qui génèrent du bénéfice et qui peuvent potentiellement investir, et les entreprises qui ne génèrent pas du bénéfice et qui n'ont pas forcément les moyens d'agir. Quelque chose qu'on constate aussi depuis le temps qu'on accompagne les entreprises, c'est aussi de parler du coût d'inaction. C'est-à-dire que quand ArcelorMittal dit oui, mais ça va nous coûter cher, ça va nous coûter 100 millions, 150 millions de transformer nos fours, en fait, il faut aussi leur mettre en avant le coût de l'inaction. Mais en fait, si tu ne transformes pas tes fours, dans les 10 prochaines années, ton coût d'inaction, il est de 350 millions. Et alors là, le calcul est vite fait. Donc c'est intéressant aussi de chiffrer mathématiquement et de montrer le rapport financier que ça peut avoir quand on est dans un mouvement positif. Ça, ils l'ont fait, je pense. Ils ont dû voir que ça valait le coup de continuer. Mais pas forcément au sein d'une industrie. Mais en fait, il faut avoir une approche un peu plus macro. Si vous prenez le cas de l'Australie, par exemple, qui est le premier exportateur mondial de charbon aujourd'hui, et donc qui a une grosse activité charbon. Il y a 60 000, 70 000 personnes qui travaillent dans l'industrie du charbon en Australie. Et donc l'argument de l'Australie, c'est de dire bah oui, mais nous c'est une activité économique énorme, on ne va pas mettre 70 000 personnes au chômage, on ne va pas arrêter de miner du charbon. Certes, mais combien de personnes vivent de la Grande Barrière de Corail en Australie ? 250 300 000 personnes vivent de la Grande Barrière de Corail, entre les clubs de plongée, les tours opérateurs, les hôtels, les restaurants, etc. La Grande Barrière de Corail, dans 30 ans, elle est morte. Parce que changement climatique, et le charbon est un des principaux responsables du changement climatique encore aujourd'hui. Quasiment la moitié des émissions de CO2 sont liées au charbon aujourd'hui, 45% je crois. Vous irez vérifier, les scientifiques pointilleux. Je crois que c'est ça. Entre 40 et 45%. Donc d'un côté, l'Australie, au nom de 70 000 emplois, dit on continue, mais à terme va tuer 250 000 emplois, parce que quand il n'y aura plus de grande barrière de corail en Australie, il n'y aura plus les touristes qui viendront plonger, il n'y aura plus les gens qui viendront, etc. Donc il y a aussi effectivement au sein d'une industrie à faire ses calculs, mais au sein d'un pays et d'une nation à faire les plus et les moins. Et clairement, le coût de l'inaction, le coût de la continuité de faire comme on fait aujourd'hui est infiniment plus élevé que le coût du changement. Et c'est le cas pour les assurances aussi. On a quand même un système économique qui est basé beaucoup sur le système assurantiel. Le jour où les assurances font défaut, et c'est ce qui est en train de se passer, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, où il y a beaucoup de communes qui n'arrivent plus à se faire assurer suite aux inondations, beaucoup de PME qui n'arrivent plus à se faire assurer. Comment vous faites pour mener une activité économique saine et qui crée de l'emploi quand vous n'avez plus d'assurance, que vous n'êtes plus couvert ? Ça va être un vrai sujet. On l'a vu à Los Angeles avec les incendies monstres qu'il y a eu, où les assurances, 2 semaines avant, s'étaient désengagées en disant « Ouh là là, ça pue la sécheresse, ça pue les incendies, on n'assure plus ». Ça va se multiplier ces cas-là. Donc il n'y a pas d'économie. Quand on oppose économie et écologie, moi ça me fait doucement rire, parce qu'on ne peut pas avoir une économie stable et saine dans un monde où tout devient incertain et où, où tout s'effondre. Donc ça n'a pas de sens de raisonner à court terme, même d'un point de vue purement économique. Peut-être un petit mot positif avant de passer la parole. C'était positif. C'était positif. Non, mais t'as raison. Qu'est-ce qui, là, les personnes sortent de cette salle, se disent « Ok, Hugo, il m'a convaincu. J'ai envie de m'engager. » Ils le sont déjà, vous l'êtes déjà. Comment ? Par quoi je commence ? Quelle est la première action que je peux mener ? Toi, quelles sont tes recommandations ? Alors ça, moi, quand on me demande ça, en général, je dis le premier truc, au-delà de... Je ne vais pas vous dire changer son mode de consommation, etc. Parce que vous l'avez entendu 40 fois, vous savez très bien ce qu'il faut faire et ça ne sert à rien de le répéter. Et puis voilà. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui compte, c'est de passer aussi à l'échelle collective de l'action. Et moi, la première chose que je conseille, c'est de rejoindre des associations. Parce que de ce que je constate sur le terrain, c'est le levier le plus efficace pour bloquer des projets ou pour faire changer des choses. Et quand je dis des associations, ce n'est pas forcément des grosses structures nationales très politisées, etc. Ça peut être le collectif, je ne sais pas,
de tel quartier de Montpellier qui s'oppose à la coupe de telle allée de platane. Ça peut être le collectif contre l'installation d'un nouvel élevage méga poulailler de 2 millions de poules, de riverains, qui fait des pétitions, qui va interpeller le maire, etc. Ça, c'est ultra efficace. Cet échelon de l'action locale associative est le truc le plus efficace qui existe. Parce que les politiques au niveau national, ils sont assez imperméables aux mobilisations des associations, etc. Ça fonctionne dans une certaine mesure, mais c'est quand même assez limité. Les politiques au niveau local sont beaucoup plus sensibles aux pressions locales des collectifs, des habitants, des associations. Donc pour moi, un des grands secrets du succès de la mobilisation environnementale, ça passe par une relocalisation de cette action et vraiment de décemer comme ça plein de collectifs partout qui vont en fait être vigilants sur ce qu'on fait autour de chez vous. Voilà. Et ça paraît anecdotique, hein. Oui, on va pas se battre pour 3 platanes. Bah si, en fait. Si vous vous battez vous pour 3 platanes et que dans l'autre village, il y en a aussi qui se battent pour 3 platanes, etc., ça sera infiniment plus efficace qu'une association qui fait une pétition nationale en mode sauvons nos forêts. Voilà. C'est ça vraiment qui compte le plus. Donc moi, je vous invite à vous renseigner sur les structures qui existent autour de chez vous, à pourquoi pas en créer, et vraiment à pas lâcher cet échelon de l'action-là qui est vraiment un levier fondamental. Et puis après, il y a aussi l'action nationale, hein, dans les grandes assos. J'ai toujours coutume de dire que le jour où il y aura plus d'adhérents dans la Ligue de protection des oiseaux que dans la Fédération de chasse, les réunions au ministère de l'écologie ne seront pas les mêmes et ne se passeront pas de la même manière quand il s'agit de faire des listes d'animaux nuisibles. Le jour où les politiques auront en face d'eux des structures qui défendent l'environnement avec des millions d'adhérents, beaucoup plus puissantes, beaucoup plus riches, parce que l'argent c'est le nerf de la guerre aussi, hein, et beaucoup plus organisées que les lobbies qui défendent le statu quo, bah, le bras de fer penchera beaucoup plus d'un côté que de l'autre. Il ne faut pas attendre des politiques que ça tombe du ciel et puis que d'un coup ils se disent ah bah oui tiens on va protéger l'environnement. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est du rapport de force permanent. Et pour gagner ce rapport de force, il faut peser dans le rapport de force et se structurer pour pouvoir peser. Si on est chacun de notre côté à déplorer, à se dire oh là là c'est terrible, oh là là c'est triste, mais qu'à aucun moment on matérialise cette opposition, bah c'est compliqué de faire avancer les choses. Voilà. Merci Hugo. Merci à vous. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. On va avoir 20 minutes de questions-réponses. Donc déjà, merci à toutes et tous celles qui sont à la fois ici et aussi connectées. Pour celles et ceux qui sont connectés, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'organisation qui peut aller potentiellement prendre les questions. Ah, ils sont même là pour poser des questions. Parfait. Qui veut se lancer et poser la première question? Oui, monsieur. Oui, bonjour. Je m'appelle... Madame, du coup. Oui, tout à fait. Je m'appelle Émilie Paulet, je suis présidente de l'association Bioflow Art. Déjà, je voulais vous remercier pour la qualité de votre intervention qui est vraiment passionnante. Je suis également ravie que vous ayez parlé de l'enjeu de biodiversité. Parce que c'est vrai que souvent, quand on parle de climat, l'enjeu de biodiversité est un peu noyé, mais c'est vrai que c'est vraiment l'urgence numéro 1 à l'heure actuelle. Et moi, j'avais une question, donc pour venir sur le volet plus communication, sensibilisation, puisque c'est une des missions de l'association. Vous parliez de toucher certains types de publics. Vous êtes journaliste, vous avez été sur le terrain. Quand on parle de biodiversité, pour vous, quel type de public est le plus important à toucher? Où il faut concentrer nos efforts et voilà, c'est une question assez ouverte, on va dire, collectivité, entreprise ou autre, mais si vous avez des exemples. Ah bah, je pense qu'il faut essayer de toucher tout le monde. Et ce qui est génial avec la biodiversité, entre guillemets, c'est que ça touche au cadre de vie. Les arbres, l'eau, le cadre de vie général, que ce soit à la campagne ou en ville, c'est la biodiversité en fait. Et donc de prendre cette entrée-là pour toucher les gens, c'est ultra efficace. C'est d'ailleurs comme ça que les mobilisations pour sauver tel parc, souvent ça réunit des gens qui sont d'abord là pour j'ai pas envie qu'on touche à mon parc, j'aime mon parc, c'est joli, ça fait de l'ombre, c'est agréable, plus que pour la petite famille de mésanges qui se trouve en haut ou telle espèce protégée. C'est d'abord leur qualité de vie et ça en fait c'est le levier le plus efficace pour moi. C'est juste quel cadre de vie on veut en fait. Est-ce qu'on veut des villes où il n'y a que du béton partout? Est-ce qu'on veut des campagnes où il n'y a que à perte de vue des déserts biologiques, des champs avec pas un arbre, pas un relief, rien qui dépasse? Ou est-ce qu'on veut une campagne avec des oiseaux qui chantent quand on ouvre les fenêtres? Enfin, c'est tout bête, hein, c'est tout bête. Mais en fait, ça touche à l'intime. Et moi, quand je me réveille chez moi
J'ai la chance d'habiter au Pays Basque, un peu à la campagne, et que j'ouvre mes volets le matin, que j'entends juste des oiseaux et tout, en fait, ça suffit à mon bonheur. Et j'ai pas envie qu'on touche à ce petit bois qui est en face de chez moi. Et là, je peux vous dire que je serais prêt à me battre jusqu'à la mort si quelqu'un voulait toucher au petit bois qui se trouve en face de chez moi. En fait, c'est ça qu'il faut aller chercher chez les gens. Si vous leur dites, ah oui, il faut qu'on se mobilise, qu'on signe une pétition pour la Polynésie, c'est bien, il faut le faire. Hein. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Hein. J'ai été le premier à lancer une pétition pour Paul Watson, donc je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas se désintéresser de ce qui est loin, bien au contraire. Mais en tout cas, si déjà on est tous un peu des sentinelles vigilantes de ce qu'il y a autour de nous, bah ça change tout. Voilà, ça change tout. Merci. Autre question? Oui. Et il y a la santé aussi. Pardon, ici. Pardon, je complète ma réponse sur la biodiversité. Il y a la question de la santé aussi, parce que la biodiversité, c'est la santé. Penser la santé humaine déconnectée de la santé animale ou de la santé des écosystèmes, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, c'est le concept scientifique qu'on appelle One Health maintenant, une seule santé, c'est-à-dire qu'on pense la santé humaine dans une chaîne de santé autre. Et on sait très bien qu'il y a un lien entre nos maladies et la biodiversité. L'émergence de virus, des pandémies, etc. sont liées aussi à la perte de biodiversité, à la perte de territoires sauvages. Donc on ne peut pas être en bonne santé dans un monde qui est en mauvaise santé. Et ça aussi, je pense que ça parle à tout le monde. Qu'on soit de gauche, de droite, on s'en fout, qu'on soit riche, pauvre, la santé de nos gamins, ça parle à tout le monde, quoi. Et c'est ça qui va être touché de plein fouet par la perte de biodiversité. On vous écoute. Bon, déjà, je vais vous dire merci et bravo pour le courage dont vous faites preuve. Moi, je vous suis. Merci à vous. Et comme dirait, enfin, de manière crue, vous êtes plutôt couillu et c'est bien, c'est top. Donc bravo, merci. Après, c'est plus une question très ouverte. Alors, j'ai fait toute ma carrière dans un grand groupe d'agroalimentaire, avec bien sûr drivé par la croissance et ainsi de suite, hein, voilà. Que j'ai quitté il y a à peu près 1 an pour faire un executive MBA. Et ma question, donc je suis en train de faire un mémoire, et j'ai travaillé dans la communication, donc une bonne partie de ma vie, et je me dis, en fin de compte, je reviens à ce que vous disiez au début, bien souvent les discours écologiques, et j'ai fait de la bio à la base, hein, sont très dogmatiques, et ça me fait chier. Parce que ce côté dogmatique, en fait, polarise et tient les gens à distance. Et je me pose la question, parce que j'aimerais, enfin c'est un peu mon sujet de mémoire, comment faire pour avoir un discours qui donne envie, en fait. Non pas qui culpabilise. Ouais. Et même quand on dit écologie, et je vois chez les industriels que je connais, dès qu'on parle d'écologie, ils savent que c'est important. Mais ça les fait culpabiliser, et du coup, ils ne bougent pas, en fait. Ouais. Juste Hugo, je répète la question, parce qu'on m'a demandé de répéter la question. Okay. Comment avoir un discours qui ne polarise pas et qui engage, positif et qui engage, en fait. Non, mais je suis assez d'accord avec vous. En fait, il y a une confusion sur le terme écologie. L'écologie, c'est une science avant d'être une idéologie. Donc, ça a été attaché un peu à une partie de la classe politique française qui s'est un peu approprié ce mot-là et qui, au nom de l'écologie d'ailleurs, prend des positions très tranchées sur plein d'autres sujets. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une confusion dans la tête de beaucoup de gens. Quand vous dites écologie, ils pensent en gros Europe Écologie Les Verts, et donc ça veut dire tout ce qui va avec forcément. Et donc, je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent. Donc, voilà. Donc, déjà, il y a cette confusion-là. Ensuite, je suis d'accord avec vous, faut donner envie. Si vous êtes chiant, si vous êtes tout le temps triste, tout le temps en train de prêcher comme si on allait tous crever et qu'il n'y a que des salauds dans le monde et que tout est horrible et que Emmanuel Macron et Donald Trump c'est la même chose, parce il y a un confusionnisme aussi un peu, hein, où en gros c'est tout le monde est méchant, et puis je pense qu'il faut essayer déjà d'être dans la proposition de solution, de montrer ce qui peut fonctionner. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire dans les émissions, c'est de montrer aussi des choses qui peuvent fonctionner, parce qu'il y a des trucs qui fonctionnent. Enfin, vraiment, il y a des trucs qui marchent. De montrer ce qui peut fonctionner, de ne pas penser que l'écologie fait partie d'un package sur lequel on doit tous être d'accord. Il faut accepter de parler d'environnement avec des gens avec qui on ne partage pas d'autres idées. Voilà. Ça, c'est fondamental pour moi. Et quand vous voyez comment on réagit une certaine partie du parti politique des Verts, quand je suis allé débattre avec Jordan Bardella, ou quand Jean-Marc Jancovici prend des positions, par exemple, sur la question du nucléaire,
et que vous avez en face des gens complètement fermés qui du coup disent ah mais non, t'es un pro-nucléaire donc on parle plus, non mais en fait c'est n'importe quoi, voilà, c'est n'importe quoi. Il faut accepter d'avoir un peu l'esprit ouvert et encore une fois, je reviens à ce que je disais au début, pas être d'accord avec tout le monde et surtout d'incarner quelque chose qui donne envie, voilà, qui donne envie. C'est pas facile. J'ai pas la recette magique pour le faire. Si j'avais la solution pour que les discours environnementaux touchent tout le monde et fassent chier personne, ce serait génial, mais j'ai pas cette solution-là aujourd'hui, quoi. Il faut tester des trucs. Moi, je pense que l'information, c'est un bon moyen, un bon vecteur, plutôt que de passer par le côté militant très politique, de passer par le vecteur informationnel. Et puis, d'être un peu moins... de faire les choses sérieusement sans se prendre trop au sérieux. Parce que c'est ça aussi que je retrouve parfois dans le milieu écolo, c'est que les gens se prennent très au sérieux, quoi. Et on peut pas se marrer. Et on peut pas faire... Non mais vraiment, il y a des... Je veux dire, je vais pas citer de nom, mais il y a certains comptes très écolos où tu as l'impression que c'est la pravda, quoi, le truc. Faut être tous au garde à vous, on arrête tous de prendre l'avion demain. Si t'es pas vegan, t'es un criminel. Enfin ok, les gars, doucement, on va y aller par étapes, quoi. Et donc voilà, moi je prêche une approche de l'écologie un peu plus détente, un peu plus imparfaite aussi, et d'accepter d'inclure dans ce combat-là des gens qui ont leurs contradictions, qui sont pas parfaits et dont on a besoin aussi, quoi. Voilà. C'est pas une recette magique, j'ai pas répondu à votre question précisément, mais c'est plus un état d'esprit qu'il faut avoir. Voilà. On avait une question juste ici avant. Encore là-bas ? D'accord. On vous garde, monsieur, vous inquiétez pas. Bonjour. Du coup, je suis actuellement lycéen. Et alors, vous êtes où, jeune homme ? Ah oui. Ah oui, là, pardon. Et du coup, j'avais quand même une question parce que vous insistez beaucoup sur le côté informationnel. Mais j'ai l'impression qu'actuellement, tout le monde est un peu au courant qu'il y a une crise climatique, tout le monde est un peu au courant qu'il y a une destruction de la biodiversité, notamment dans les milieux que je côtoie. Et du coup, comment faire que les gens autour de moi, par exemple, passent à l'action et ne restent pas dans cette phase de juste se dire bah, ça va mal, mais c'est tout. Alors déjà, sur la première partie de ta question, merci pour ta question. Sur la première partie, non, tout le monde n'est pas au courant. Et ça rejoint ce que je disais au début sur la bulle. Moi aussi, si je me fie à mon fil Instagram, je penserais que le problème est réglé, qu'on est tous d'accord et pourquoi ça ne bouge pas. Mais en fait, si tu as ce sentiment-là, c'est parce qu'on n'est pas tous d'accord. Il y a beaucoup de gens qui s'en fichent déjà, que ça n'intéresse pas. Voilà. Il y a beaucoup de gens, c'est pas qu'ils s'en fichent, c'est qu'ils n'ont pas vraiment les notions sur les enjeux. Ils savent que le climat se réchauffe, mais bon, après tout, on leur dit plus 4 degrés. Tu as des gens qui se disent, bon, plus 4 degrés, ça veut dire que là, il fait 20, il fera 24. Bon. Non, mais c'est normal, en fait. C'est pas évident comme notion de comprendre que plus 4 degrés, c'est pas juste ajouter plus 4 degrés à la température du jour. Il y a aussi des gens qui ont des vies très compliquées et qui sont sur comment je vais m'en sortir à la fin du mois plutôt que comment on va régler le problème environnemental. Donc, qui sont le nez dans le guidon avec beaucoup de problèmes et c'est dur de les intéresser à ça et on peut les comprendre. Et puis, il y a des gens qui savent mais sans vraiment comprendre la réalité des phénomènes et sans vraiment mettre d'exemples concrets dessus. Donc c'est pas du tout gagner la bataille de l'information, loin de là, surtout avec un mec comme Trump. On a quand même un président des États-Unis qui te dit que le changement climatique est une fiction. Enfin, on a quand même fait un bond en arrière énorme. Donc il y a beaucoup de gens qui ne partagent pas ton analyse sur le constat déjà. Je suis même pas sûr que ce constat soit majoritaire, pour être honnête, sur le fait que le changement climatique est un vrai problème. Je sais pas. Il faudrait faire des études là-dessus. Il y a peut-être des études qui existent. Je sais même pas si c'est majoritaire aujourd'hui de reconnaître que le changement climatique est un problème grave pour l'humanité. Il faudrait voir. Mais comment tu fais pour convaincre ? Encore une fois, je suis désolé de ne pas avoir les réponses magiques à ces questions. Je sais pas. Ça dépend de qui, ça dépend de quel profil tu as autour de toi. Le plus simple, à mon sens, c'est déjà d'essayer d'inspirer par l'exemple. Ça, je pense que c'est quand même assez efficace d'essayer de montrer que sur la question du végétarisme, par exemple, ou de la viande, ça a été montré, pour le coup, ça a été étudié, que quand tu as un végétarien à une table, même sans qu'il dise rien, juste à travers le choix de son plat, il va influencer les gens autour de lui. Et statistiquement, quand il y a un végétarien à une table, il y a plus de gens qui commanderont un plat végétarien, en tout cas plus de gens qui mangeront moins de viande, que quand il n'y a pas de végétarien. Sans rien dire, juste par le fait d'être présent. J'imagine que c'est la même chose si
tu prends ton vélo pour aller bosser, que tes collègues te voient arriver en vélo, etc. Sans avoir de discours militant de il faut que tu fasses ça, de montrer qu'en fait c'est possible, ou de partir en vacances dans un endroit de dingue en France et de partager, tu vois, ces photos-là pour montrer que tu étais dans un endroit de fou en France, que tu n'as pas eu besoin de prendre l'avion et que tu as passé des vacances de fou, bah, ça peut aussi inspirer les gens et les faire changer de point de vue là-dessus. Et puis après, moi, alors je vais te dire ce que moi je fais, parce que moi, évidemment, les gens ils m'en parlent de ce sujet-là. Évidemment, quand je vais manger avec quelqu'un, ils me parlent de l'environnement. Mais j'en parle jamais en premier. J'entame jamais la discussion là-dessus. Parce que je veux surtout pas être perçu comme ah putain, il va encore nous faire chier. Ah putain, il va nous faire chier. Alors vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je peux pas manger? Déjà, ok, je mange pas. Non, ça je peux. Non, je peux. Ok, super. Bon, donc je veux surtout pas avoir ce rôle-là parce qu'une fois que tu rentres dans ce rôle-là, effectivement, tu peux avoir le côté les gens savent, mais bon, t'es un peu l'empêcheur de tourner en rond. Donc j'en parle jamais en premier. J'attends qu'on m'en parle et qu'on me pose des questions dessus. Et quand on me pose des questions dessus, et que par exemple on me demande bah, pourquoi tu manges pas de viande, toi par exemple, t'en manges jamais, mais pourquoi t'en manges jamais? Bah, du coup là j'explique pourquoi. Et je dis pourquoi ce qui moi m'a fait changer, sans dire que lui doit faire pareil, tu vois. C'est vraiment une ligne de crête, c'est très compliqué parce que tu peux vite passer pour le gars relou qui essaye de faire changer les autres un peu par la force. Donc moi je dirais un peu par l'exemple du comportement, sans prétendre être exemplaire, hein, parce que j'ai plein d'imperfections, plein de défauts, mais d'essayer d'inspirer par le changement comme ça, et puis par la transmission d'informations. Tiens, ben, regarde cette vidéo. Moi, c'est cette vidéo qui m'a fait changer. Regarde ce doc. Regarde ce doc. J'ai vu un doc sur Netflix qui s'appelle The Game Changer. C'est super intéressant. Tu devrais regarder. C'est ultra passionnant. Toi qui aimes le sport. Enfin, tu vois, tu trouves à chaque personne des sujets où aller les chercher là-dessus. Mais ça fonctionne, hein, faut pas désespérer, c'est vachement efficace. Hein. Moi, j'ai des potes autour de moi qui se moquaient vraiment, qui se foutaient de ma gueule il y a 10 ans quand je suis devenu végétarien, qui me disaient n'importe quoi. Vraiment, qui se moquaient de moi. Aujourd'hui, t'en as deux qui sont devenus véganes et qui trouvent que je suis pas assez radical. Donc, je me permets de leur rappeler les discussions de cette époque-là. Et voilà, donc non, tout le monde peut changer, tu vois. Tout le monde peut changer, il faut pas penser que les gens sont bloqués dans un truc. Et il y a plein d'exemples de gens qui changent du tout au tout. J'étais encore avec un agriculteur la semaine dernière, parce qu'on fait un doc sur le maïs là, qui sort en juin, qui était le gars le plus intensif de son coin, qui faisait que du maïs, sur des centaines d'hectares, du maïs bourré de pesticides, etc. Et en fait, à un moment, il a eu un petit-fils, et ce truc, ça a été un déclic pour lui. Il s'est rendu compte que ce qu'il faisait n'était pas bon ni pour lui, ni pour les gens autour. Et il a décidé d'entamer une conversion au bio. Donc il a réduit la surface de maïs, il a remis des pâtures naturelles, il a replanté les haies qu'il avait arrachées quand il était jeune. Donc tout le monde peut changer. Voilà. Tout le monde peut changer, il ne faut jamais désespérer. Petite question ici, vous allez avoir le micro. Oui, bonjour, merci pour cette conférence. Et puis l'appel à la nuance, c'est intéressant dans un monde un peu clivant où voilà, il faut absolument trancher l'un côté ou de l'autre. C'est bien d'avoir cet appel à la nuance. Moi, j'ai une question par rapport à la chute de la biodiversité. C'est un sujet un petit peu tabou parce que c'est lié à notre propre existence. C'est l'explosion démographique. On n'en parle jamais. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah vous inquiétez pas, ça va se régler tout seul. Voilà. Non mais est-ce que c'est un vrai sujet? Ouais, c'est un vrai sujet. Alors c'est un vrai sujet. Est-ce que tu peux redire la question? L'explosion démographique. Le monsieur me demande l'explosion démographique. Est-ce que c'est un vrai sujet? Alors j'ai envie de dire oui et non. Avoir 8 milliards d'êtres humains qui vivent comme des Américains, oui, c'est un problème. Avoir 8 milliards d'êtres humains qui vivent comme des Indiens, c'est beaucoup moins un problème déjà. C'est ça la réalité. C'est que quand vous regardez le nombre de planètes qu'il faudrait pour supporter chaque pays, si tout le monde vivait comme un Indien, il faudrait une Terre. Bon, ça va, on en a une. Si tout le monde vivait comme un Français, il en faudrait 2,5. Tout le monde comme un Américain, il en faudrait 3,5. Tout le monde comme un Émirati, il en faudrait 7. Donc en fait, c'est ça la clé. C'est pas le nombre de gens, c'est comment ces gens vivent. Et souvent dans cette question démographique, il y a aussi un a priori un peu raciste derrière. Je dis pas que c'est vous, hein, attention. Mais souvent quand c'est souvent amené par des gens qui se défaussent en disant le problème, en gros, c'est pas nous, c'est les pays du Sud qui font beaucoup de gamins, ils sont très nombreux, c'est les Chinois, les Indiens, les Africains, etc. Mais en fait, les pays où il y a une très forte démographie, notamment l'Afrique aujourd'hui, sont aussi les pays qui, en termes d'émissions de CO2, sont les plus bas du monde.
parce que ce sont les plus pauvres, et qu'en fait, il y a une corrélation directe entre pauvreté et niveau de pollution. Donc, vous avez beau avoir effectivement un taux de natalité, par exemple au Nigeria, qui est énorme, le Nigeria pollue encore aujourd'hui beaucoup moins que la France, même s'ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Donc, il faut aussi toujours remettre ça en rapport au niveau de vie. Et ensuite, quand je vous ai dit que ça allait se régler tout seul, je plaisantais qu'à moitié. Parce qu'effectivement, là, on est toujours sur une courbe croissante, mais on a beaucoup de pays qui avaient une démographie importante encore il y a peu de temps, qui sont en train de décliner. Beaucoup de pays qui ont même atteint un niveau de natalité qui, à moyen terme, menace carrément l'existence de leur peuple. C'est le cas au Japon, c'est le cas en Corée du Sud, où on est sur un taux de natalité qui est tellement faible qu'à très court terme, on va avoir des pays, des structures qui vont s'effondrer parce qu'il n'y aura plus personne, il n'y aura que des vieux. Et l'impact environnemental de nos activités a un impact sur le taux de fertilité. La densité, il y aura peut-être des gens plus spécialistes que moi dans cette salle sur la reproduction, etc. Mais la qualité des spermatozoïdes, le nombre de spermatozoïdes des hommes aujourd'hui en âge de se reproduire est très inférieur et de très moins bonne qualité que les hommes de la génération précédente, parce qu'il y a un impact de ce qu'on bouffe, de ce qu'on respire, des produits toxiques qu'on est amené à avoir en contact. Le taux de fertilité des femmes est aussi en train de diminuer avec tous les perturbateurs endocriniens qui sont présents dans tout un tas de produits du quotidien. Donc on impacte aussi notre capacité à nous reproduire à travers les dégâts environnementaux. Et c'est de plus en plus compliqué pour tout un tas de couples d'avoir des enfants de manière naturelle, parce que l'appareil reproducteur est impacté par les dégâts environnementaux. Donc à long terme, parce qu'encore une fois on est sur un très court terme, là on parle de l'ère industrielle, c'est un très court terme en termes au niveau de l'évolution. À long terme, d'un point de vue évolutif pour notre espèce, le problème démographique va se régler tout seul, quelque part, si on continue sur ce chemin-là, d'impacter à ce point-là notre santé. Donc, à la fois, c'est un vrai sujet, on est très nombreux, et si on veut tous vivre comme des Américains ou comme des Français, ça pose problème. Et à la fois, si on vivait autrement, ce ne serait pas forcément un problème en termes de durabilité. Merci. Le mec, c'est l'américain, j'ai que des mots anglais qui me viennent, excusez-moi. On va vous prendre une dernière question. Je crois que c'est la dame derrière. Merci beaucoup. J'ai une question concernant plutôt l'exercice de votre métier de journaliste sur les questions environnementales, avec un peu le retour en arrière dont on a l'impression sur la question. Est-ce que l'exercice de votre métier change ? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières ? Est-ce que vous avez plus de difficultés à l'exercer ? Est-ce qu'il y a des tendances sur ce métier ? Merci. Alors la question, c'est est-ce qu'avec le backlash un peu sur l'écologie qu'il y a aujourd'hui, c'est plus difficile d'exercer mon métier de journaliste ? Alors moi, non, je dirais pas. J'ai pas l'impression que ce soit plus difficile aujourd'hui. Après, je suis extrêmement chanceux, déjà parce que je suis en France, qui est quand même, malgré tous ses défauts, une démocratie dans laquelle les journalistes sont protégés et dans laquelle on risque pas sa peau à chaque fois qu'on fait une enquête et une investigation. Je fais beaucoup d'enquêtes et j'ai jamais eu des gens devant ma porte qui voulaient m'assassiner. C'est pas le cas dans d'autres pays. Notamment au Mexique, que je connais bien, notamment dans des pays où c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus risqué pour les journalistes de travailler sur les questions environnementales, et où là carrément ils risquent leur vie et celle de leur famille. C'est évidemment beaucoup plus difficile aussi dans des pays comme la Chine, où on n'est pas dans un cadre démocratique et où enquêter sur la pollution des usines textiles chinoises quand vous êtes un journaliste chinois, c'est risquer de finir sa vie derrière les barreaux. Donc il y a quand même beaucoup d'endroits dans le monde où ça devient compliqué, y compris aux États-Unis. Où, et là je parle des journalistes, mais je peux parler des scientifiques, où on a des vraies attaques contre la science, contre des structures qui ont un rôle notamment sur la prévention des catastrophes météorologiques, etc. Et où Trump est en train de désosser tout ce qu'il peut désosser avec des conséquences très concrètes sur les alertes au tsunami, sur les alertes aux tornades, etc. Donc oui, il y a des vraies conséquences pour tout un tas de gens dans le monde, que ce soit des journalistes ou des scientifiques, et c'est extrêmement inquiétant. Mais en France, j'ai quand même l'impression que pour l'instant, on en est préservé. Et que justement, il faut qu'on utilise cette sécurité qu'on a pour enquêter, peut-être là où d'autres ne peuvent pas forcément enquêter. Et on a encore cette chance-là aujourd'hui. Encore une fois, je parle pour moi, avec l'exposition que j'ai, qui est aussi une forme de protection. Si vous posez la question à des journalistes peut-être indépendants, beaucoup moins exposés, qui travaillent en France sur des sujets sensibles, peut-être qu'ils vous diront
qui vous feront un retour d'expérience différent du mien et qui vous diront qu'eux ont de plus en plus de mal et qu'ils ont des menaces. Donc je ne parle pas au nom de tous les journalistes parce que c'est très hétérogène et ce serait pas représentatif de parler au nom de tous les journalistes. Merci beaucoup Hugo, merci à toutes et à tous. On peut encore l'applaudir. Merci pour cette participation. Merci beaucoup. Et je ne sais pas si vous connaissez la photo, le petit point pâle, pale blue dot. Vous connaissez cette photo? Ça vous parle ou pas? Non? En fait, c'est une photo. Désolé, je pensais à ça tout à l'heure. C'est une photo. Bon, vous allez rien voir, donc ça sert à rien que je vous la montre sur mon téléphone. Mais en fait, c'est une photo qui a été prise par une sonde qui s'appelle Voyager 1 dans les années 90, je crois. Peut-être des scientifiques qui sont plus calés que moi dans la salle et qui vont me corriger, mais il me semble que c'est dans les années 90. C'est une sonde qui a été envoyée pour explorer le système solaire. Et en fait, dans les années 90, avant de sortir du système solaire, il me semble, elle a été, les ingénieurs de la NASA lui ont demandé de se retourner et de prendre une photo. Et donc, elle a pris une photo, cette sonde, vous pouvez regarder sur vos téléphones, vous tapez un point bleu pâle. Elle a pris une photo où on voit la Terre, 14 février 90, où on voit la Terre en tout petit. C'est la photo la plus éloignée de la Terre qui existe encore à ce jour. Et en fait, ça a inspiré un texte à l'américain Carl Sagan, qui est un astronaute. Et il est assez rapide, je vais juste vous le lire avant qu'on finisse. Je vais me faire engueuler parce qu'il est 19h15. Mais c'est un texte qui pour moi dit beaucoup, et en plus j'ai pas de réseau. La technologie, vraiment, c'est n'importe quoi. Il faudrait mettre plus de satellites dans l'espace, ça marcherait mieux. Mais bon, si j'arrive pas à le retrouver, vous le lirez chez vous. Mais c'est vraiment un texte super fort et qui dit beaucoup de choses sur notre rapport au monde et notre rapport à la planète dans laquelle on se trouve. Donnez-moi 3 secondes, je vais le trouver. Attention, est-ce que quelqu'un l'a? Non? Tu l'as? Non. Meuble pendant ce temps, meuble s'il te plaît. En attendant, n'hésitez pas à le suivre sur LinkedIn. Moi, je le suis depuis bientôt 2 ans. Il n'arrête pas de publier des petites vidéos. Alors, je pense qu'il est aussi sur TikTok et Instagram, mais je n'ai pas ces plateformes-là. Et franchement, c'est ultra riche. N'hésitez pas à le repartager. Et puis, les émissions sur le front sont exceptionnelles. J'ai T'as trouvé. Ok, c'est bon. J'ai trouvé. Attends, ça charge. Son nouveau podcast aussi sur le sport est très très bon. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire ça? Il y a des ingénieurs dans la salle? Non, ça sert à rien, on est d'accord. Ok. Alors, donc, si vous avez votre téléphone, regardez la photo dont il est question, parce que vous allez voir de quoi ça parle. C'est une toute petite photo de la Terre. Et c'est Carl Sagan qui écrit. Regardez ce point. C'est ici, c'est notre foyer, c'est nous. Sur lui, tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez entendu parler, tous les êtres humains qui aient jamais vécu ont vécu leur vie. Toute la somme de nos joies et de nos souffrances, des milliers de religions aux convictions assurées, d'idéologies et de doctrines économiques, tous les chasseurs et cueilleurs, tous les héros et tous les lâches, tous les créateurs et tous les destructeurs de civilisations, tous les rois, tous les paysans, tous les jeunes couples d'amoureux, tous les pères et les mères, tous les enfants pleins d'espoir, les inventeurs, les explorateurs, tous les professeurs de morale, tous les politiciens corrompus, toutes les superstars, tous les guides suprêmes, tous les saints et tous les pécheurs de l'histoire de notre espèce ont vécu ici, sur un grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. La Terre est une toute petite scène dans une vaste arène cosmique. Songez aux fleuves de sang déversés par tous ces généraux et ces empereurs, afin que, nimbés de triomphe et de gloire, ils puissent devenir les maîtres temporaires d'une fraction de ce point. Songez aux cruautés sans fin, perpétrées par les habitants d'un recoin de ce pixel sur les habitants à peine distinguables d'un autre recoin. Comme ils peinent à s'entendre, comme ils sont prompts à s'entretuer, comme leurs haines sont ferventes. Nos postures, l'importance que nous nous imaginons avoir, l'illusion que nous avons quelques positions privilégiées dans l'univers, sont mises en question par ce point de lumière pâle. Notre planète est une infime tache solitaire enveloppée dans la grande nuit cosmique. Dans notre obscurité, dans toute cette immensité, il n'y a aucun signe qu'aucune aide ne viendra d'ailleurs nous sauver de nous-mêmes. La Terre est jusqu'à présent le seul monde connu à abriter la vie. Il n'y a nulle part ailleurs, au moins dans un futur proche, vers où notre espèce pourrait migrer. Visiter, oui. S'installer, pas encore. Que vous le vouliez ou non, pour le moment, c'est sur Terre que nous prenons position. On a dit que l'astronomie incite à l'humilité et fortifie le caractère.
Il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration de la folie des vanités humaines que cette lointaine image de notre monde minuscule. Pour moi, cela souligne notre responsabilité de cohabiter plus fraternellement les uns avec les autres et de préserver et chérir le point bleu pâle, la seule maison que nous ayons jamais connue. Carl Sagan, 1994, et je trouve que ça dit beaucoup de choses sur tout ce qu'on s'est raconté aujourd'hui. Merci Hugo. Merci à vous, merci d'être venu. Et merci à toute l'équipe du CE ISEC d'avoir permis cette rencontre.